Donc, bienvenue à tous à cette réunion, à ce rendez-vous agri-urbain donc proposé en collaboration avec nos collègues au Québec, donc le OLAB, et donc notre laboratoire, le CERO, ici en Belgique. Alors, pour cette nouvelle édition des rendez-vous agri-urbains, nous allons aujourd'hui écouter Iris Sekeli, qui nous parlera alors de la biopolie. Donc, bonjour Iris. Ah, on n'a pas de micro. Ouais, ah voilà, bon. super. Bonjour. Ah, donc voilà, je propose que tu commences éventuellement ta présentation. Ok, Sur la bioponie. c'est parti. Bah, je vais partager mon écran. Ok, donc... Est-ce que ça fonctionne là? Non, pas encore. Ça va, Iris, tu arrives à partager? Allô, Iris, est-ce que tu nous entends? Alors, il y a manifestement un problème chez Iris. Si Eric, Eric, tu m'entends bien, toi, de ton côté? Oui, donc Oui, voilà, il y a j'entends bien, ouais. donc il y a un petit problème chez Iris, on dirait. Allô? Voilà, Iris, je pense qu'on t'entend. Ouais. Désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que ça s'est fermé et en fait, il fallait me remettre en mode présentateur. Ah ben voilà, Je vais essayer je viens de le de... faire. Ça va, merci. Je vais essayer de recommencer à partager mon écran en espérant que ça ne pose pas problème. Alors... Ok, est-ce que là, ça va? Oui, c'est bon, on voit ta Ok. présentation. Bon, super. Désolée pour ce petit problème technique. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents à cette conférence en ligne. Je suis vraiment très heureuse de faire partie de ce rendez-vous urbain d'aujourd'hui et de partager mon travail sur la bioponie, à savoir donc l'hydroponie biologique, et donc d'échanger aussi avec vous sur cette thématique. Donc, je m'appelle Iris Sekeli et je travaille depuis un peu plus d'1 an au centre de recherche en agriculture urbaine de la faculté de Jean Blou Agrobiotech de l'Université de Liège, en Belgique. Et plus spécifiquement, je travaille pour un projet de coopération internationale financé par l'Union européenne qui se fait entre la Belgique et l'Algérie et qui consiste notamment donc à développer une méthode de bioponie pour des camps de réfugiés dans le sud-ouest de l'Algérie, donc dans le désert du Sahara. Alors, dans un premier temps, je vais donc discuter un peu du contexte de ce projet et de ce travail.
Alors, ce projet s'inscrit dans un contexte assez particulier et complexe, puisque depuis les années 70, l'Algérie accueille des populations réfugiées du Sahara occidental au sein de 5 camps de réfugiés qui se situent dans le sud-ouest de l'Algérie, près de la ville algérienne de Tindouf, que vous pouvez voir sur la carte à gauche. Et il s'agit donc d'une crise humanitaire de longue durée, puisque ça fait environ 50 ans maintenant. En 2018, les Nations Unies ont notamment estimé qu'il y avait environ 170 000 personnes réparties dans ces 5 camps. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, les populations font face à des conditions environnementales assez extrêmes, puisqu'on est en plein désert, et donc à des possibilités de résilience assez limitées, notamment donc en termes alimentaires, en termes d'agriculture. Et donc, les populations sont très dépendantes des aides alimentaires humanitaires, sauf que celles-ci diminuent depuis quelques années, notamment donc depuis 2015, liées notamment à d'autres crises humanitaires majeures qui sont apparues ailleurs dans le monde, et à la durée aussi de cette crise qui est longue et qui perdure. Et donc, l'aide alimentaire humanitaire aujourd'hui est réduite et moins stable, avec une distribution limitée en produits frais qui est notamment réduite. Et de cette façon, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a notamment estimé en 2018 que 88% de la population était en situation de vulnérabilité à l'insécurité alimentaire, avec notamment une prévalence d'anémie chez les femmes enceintes et allaitantes. Donc depuis 2015 environ, en réponse à cette réduction des aides alimentaires, divers projets ont été lancés et initiés par différents organismes pour relancer en fait l'agriculture et la production locale dans les camps de réfugiés directement, et ainsi favoriser donc la résilience alimentaire. Mais donc, comme vous pouvez l'imaginer, il y a pas mal de défis à relever, notamment l'accès à l'eau, au niveau de la rareté, de la qualité, l'accès aux intrants, puisque c'est une zone très isolée, la qualité des sols, bien sûr, parce que c'est du sable, et aussi les connaissances en agriculture, des ménages qui sont aussi parfois limités parce que traditionnellement, les populations sahraouies étaient plus nomades et donc c'était l'élevage qui était plus pratiqué. Et donc, c'est dans ce contexte de relance de l'agriculture et face à tous ces enjeux que le projet pour lequel je travaille, que nous appelons le projet SWIM, a été lancé en 2020. Ce projet, qui va durer jusqu'en janvier 2023, a pour objectif de développer donc des techniques d'irrigation innovantes dans les jardins familiaux et communautaires pour renforcer la production agricole des ménages dans les camps de réfugiés. Et parmi ces techniques d'irrigation, il y a donc la bioponie sur laquelle je ferai le focus aujourd'hui. Alors, il y a 3 partenaires en tout dans ce projet. Donc, tout d'abord, Oxfam, qui est actif dans les camps de réfugiés sahraouis depuis le tout début quasiment de la crise, en 1975, et qui aujourd'hui, en plus d'apporter une aide humanitaire, est aussi à l'origine de divers projets autour de l'agriculture, de l'entrepreneuriat, du renforcement des capacités des partenaires, etc. Ensuite, il y a aussi le deuxième partenaire qui est AFAD, l'association Femmes Action Développement, qui est une ONG algérienne qui a vraiment un rôle clé dans l'aspect social du projet, donc autour de l'éducation, du suivi aussi des ménages, et qui va donc notamment promouvoir le rôle et l'implication des femmes dans le projet et plus généralement dans l'agriculture. Enfin, il y a donc le troisième partenaire qui est nous, le Centre de recherche en agriculture urbaine de Jean Blou Agrobiotech, et qui travaille donc autour des thématiques de l'agriculture urbaine, mais aussi plus généralement autour donc des techniques d'agriculture innovantes qui font un focus sur l'optimisation de l'utilisation des ressources. Et donc, le CERO a notamment une expertise en agriculture hors sol, comme l'hydroponie, l'aquaponie et maintenant plus récemment la bioponie. Et donc, plus spécifiquement dans ce projet, les objectifs du Centre de recherche en agriculture urbaine du CERO en Belgique, et c'est là que se fera le focus aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire, les objectifs sont donc d'apporter vraiment une expertise en agriculture hors sol et durable pour le développement de la bioponie, spécifiquement. Donc, dans le projet SWIM, il y a plusieurs techniques d'irrigation qui sont englobées, mais nous, le CERO, on fait vraiment un focus sur la bioponie, et notre but, c'est de créer et d'optimiser une méthode de bioponie low-tech, donc de faible technologie, qui soit reproductible et qui se base sur des éléments disponibles dans les camps de réfugiés. Donc, on développe dans un premier temps cette technique, cette méthode ici en Belgique, au sein du centre de recherche, via divers essais expérimentaux, avec tout le matériel technique et le suivi scientifique que nous avons. Et en parallèle, cette méthode est développée en Algérie, dans les camps de réfugiés,
par les équipes techniques d'Oxfam sur place, sur base des avancées faites en Belgique. Donc maintenant que je vous ai introduit le sujet, le contexte, on va maintenant s'intéresser à la bioponie, donc l'hydroponie biologique, pour vraiment comprendre en quoi consiste cette technique d'agriculture. Donc, dans un premier temps, avant de parler d'hydroponie biologique, je pense qu'il est important de définir l'hydroponie tout court et en quoi ça consiste. Donc, l'hydroponie, c'est une technique de maraîchage hors sol où les racines des plantes ne se trouvent non pas dans le sol, mais elles sont soutenues par un support inerte et elles baignent dans une solution dite nutritive. Donc, cette solution nutritive, c'est tout simplement de l'eau à laquelle on a ajouté des engrais minéraux, donc les macronutriments nécessaires en grande quantité pour les plantes, comme l'azote, le phosphore, le potassium, etc. Et les micronutriments comme le fer, le manganèse, etc. Donc, qui sont nécessaires en plus petite quantité. Et donc, en hydroponie, les minéraux essentiels à la plante sont apportés en quantité optimale, théoriquement, via ces engrais minéraux qui sont donc ajoutés à cette eau, qui recirculent au sein du système hydroponique et qui est donc en contact avec les racines. Alors aujourd'hui, l'hydroponie est pratiquée aussi bien à grande échelle de façon high-tech, donc de haute technologie, comme pour la production industrielle de tomates par exemple, mais aussi à petite échelle de façon low-tech, avec des systèmes faits simplement, avec relativement peu de matériel ou du matériel recyclé. Et donc il existe pas mal de modèles de systèmes hydroponiques adaptés à différents contextes et qui vont donc répondre à différentes problématiques. Et donc, de manière générale, les intérêts de cette méthode alternative à l'agriculture de pleine terre, ce sont notamment l'efficience en termes d'utilisation des ressources, donc des nutriments et de l'eau surtout, puisqu'on peut atteindre jusqu'à 90% d'économie en eau avec l'hydroponie par rapport à l'agriculture de pleine terre, via justement le fait que ça soit un système recirculé. Et puis, ces techniques présentent aussi certains avantages au niveau de la gestion des maladies des plantes, notamment au niveau des pathogènes transmis par le sol. Et puis surtout, c'est une technique donc, qui permet de produire des fruits et légumes indépendamment du sol. Et donc, c'est très intéressant pour toutes les zones qui vont faire face à un sol non propice à l'agriculture, comme c'est le cas du contexte des Kansarawi. Et donc, cette technique d'hydroponie est très intéressante pour répondre à ce contexte assez précis. Sauf qu'il y a quand même un point faible, et le point faible majeur, c'est quand même que l'hydroponie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui utilise les engrais minéraux dont on a parlé pour fournir les nutriments aux plantes. Or, ces engrais présentent plusieurs problèmes. Tout d'abord, ils sont souvent chers et pas toujours accessibles. C'est le cas notamment dans le contexte des Kansarawi. Il n'y a pas réellement d'accès aux engrais minéraux. Il faut les importer et ils sont très chers. En plus, ces engrais présentent de nombreux problèmes liés à leur fabrication ou à leur extraction. Donc, notamment, l'azote minéral qui est utilisé provient de l'industrie pétrochimique via la synthèse de l'ammoniac notamment, qui est un processus énergivore et assez polluant. Il y a aussi le phosphore et le potassium minéral de l'autre côté qui sont nécessaires en grande quantité par les plantes et qui sont eux issus de l'extraction minière de la roche phosphatée et de la potasse. Et donc on a tous les problèmes environnementaux associés à ces exploitations, en plus du fait qu'il s'agisse de ressources limitées dans le temps et très inégalement réparties dans le monde. Donc aujourd'hui, il y a environ 3/4 des réserves de roches phosphatées mondiales qui se trouvent au Maroc et au Sahara occidental. Et on estime que d'ici une cinquantaine d'années, les ressources en roches phosphatées commerciales seront épuisées. Donc ces aspects liés aux engrais minéraux typiquement utilisés en hydroponie sont problématiques. Et c'est là qu'arrive l'hydroponie biologique. Donc la bioponie. Donc la bioponie, c'est quoi? C'est l'hydroponie, sauf que les nutriments ne vont pas provenir d'engrais minéraux, mais ils vont provenir de matières organiques, comme des déjections animales, du compost. Et ces résidus et matières organiques vont alors être dégradés et minéralisés par une multitude de micro-organismes pour libérer les nutriments qu'ils contiennent sous une forme minérale, donc absorbable et utilisable par les plantes. Donc il va y avoir tout un travail de digestion, de minéralisation des matières organiques, puisque tels quels les nutriments contenus dans les matières organiques ne peuvent pas être utilisés par les plantes en hydroponie. Et donc au final, ces phénomènes se produisent naturellement dans le sol, et en bioponie, on va tenter de reproduire cela en fait. Et ce concept d'hydroponie biologique, il est encore peu connu, mais il se développe. Il y a relativement peu d'études qui s'intéressent à des méthodes de production de solutions nutritives à base de matières organiques comme ça. Et en plus, les sources de matières organiques étudiées sont très diversifiées
et elles aboutissent à des résultats très hétérogènes, très mitigés. Donc, il y a un gros potentiel dans la bioponie, mais c'est encore peu développé et avec relativement peu de données, peu de recommandations. Donc, c'est vraiment une technique qui est encore à explorer et avec des champs d'études assez larges. Et donc, la bioponie dans le contexte des camps de réfugiés sahraouis, c'est très intéressant pour plusieurs raisons. Parce que tout d'abord, ça va permettre une production locale de fruits et légumes frais. C'est une technique, c'est une technique hors sol, donc on s'émancipe du sol qui n'est pas du tout propice à l'agriculture, puisque c'est du sable, et qu'il faut notamment énormément d'eau pour produire relativement peu. Et le gros avantage de la bioponie, ce sera donc du coup l'optimisation de l'utilisation de l'eau grâce à la recirculation de la solution nutritive. Et enfin, on a vraiment l'avantage qui est vraiment lié à la bioponie, qui est qu'on va pouvoir valoriser des résidus organiques locaux plutôt que d'utiliser des engrais chimiques. Et donc, dans ce cas-ci, il s'agit en fait de déjections animales, comme des fientes de poules et des déjections de chèvres. Donc, au niveau Agent Blue, en tout cas, c'est vraiment sur ça qu'on a travaillé depuis plus d'1 an. C'est le développement vraiment d'une méthode de bioponie low-tech, donc de faible technologie, via différents essais expérimentaux. Et on va pouvoir s'intéresser maintenant à ces essais qu'on a réalisés. Donc, ce qu'on a fait, c'est vraiment... le but, c'est donc de créer une méthode de production de solutions nutritives à partir de résidus organiques qu'on peut trouver dans les camps de réfugiés. Et ces matières organiques, dans ce cas-ci, en fait, il s'agit donc de fientes de poules parce qu'ils ont un grand élevage de volailles là-bas. Et ces fientes sont très peu revalorisées, en fait, jusqu'à présent. Et il y a aussi des déjections de chèvres, en bien moins de quantité, du coup, mais qui proviennent donc de petits élevages familiaux. Et donc, ce qu'on fait ici à Agent Blue, c'est tout ce travail de digestion de ces matières organiques en développant une méthode la plus simple et accessible possible, qui nécessite peu de matériel et de produits, mais tout en fournissant une solution nutritive de qualité qui soit bien adaptée à la culture maraîchère hydroponique et qui ne soit pas toxique pour les plantes. Alors, donc, pour répondre à ces objectifs, nous avons donc plusieurs infrastructures ici en Belgique qui nous permettent de mettre en place des expériences. Et notamment, nous avons beaucoup travaillé avec ces systèmes hydroponiques-là que vous voyez sur les photos à droite et en bas, qui sont en fait des systèmes hydroponiques assez simples, donc qui consistent en gouttières légèrement inclinées, dans lesquelles les plantes poussent et leurs racines sont en contact avec un fin film de solution nutritive, qui recircule donc en continu du réservoir de solution à la gouttière grâce à une pompe. Donc nos systèmes en particulier consistent en fait en 15 gouttières différentes, qui sont chacune associées à un réservoir. Ici, les réservoirs, ce sont donc des seaux, comme vous pouvez voir sur la photo, et dans chaque gouttière, nous pouvons faire pousser 12 plantes. Donc, ça permet en fait de tester 15 types de solutions nutritives différentes en parallèle, et du coup, de comparer ces solutions en termes de résultats sur les plantes et leur rendement. Donc, on peut tester pas mal de recettes de création de solutions nutritives. On peut tester différentes sources de matières organiques, donc soit avec des fientes de poules, soit avec des déjections de chèvres. On peut aussi bien évidemment comparer les solutions nutritives organiques avec une solution nutritive conventionnelle faite avec des engrais chimiques. Et donc, ça permet de tester et de comparer beaucoup de choses différentes avec des répétitions et du coup de pouvoir tirer des conclusions intéressantes à partir des observations de rendement, des analyses nutritionnelles des plantes, etc. Alors, avec ces infrastructures-là, nous avons, depuis le début du projet SWIM, réalisé 3 essais différents. Et en ce moment, on est encore en train de faire un 4e essai et un 5e essai qui commencera en avril. Et donc, ce que j'appelle un essai, c'est tout un cycle de production de solutions nutritives organiques et toute une culture de plantes, de la germination jusqu'à la récolte. Et dans notre cas, jusqu'à présent, on utilise la laitue comme plante de référence parce qu'elle a un cycle relativement court et que c'est vraiment la plante de référence qui est utilisée dans le centre de recherche. Et donc, au cours de ces différents essais, on a développé une méthode de création de solutions nutritives organiques qui, au fil des essais, a été optimisée et à chaque fois qui a permis d'obtenir des résultats de plus en plus intéressants. Donc, cette méthode qui a été développée à Agent Blue, en quoi est-ce qu'elle consiste? Donc, elle comprend globalement 3 étapes qui s'enchaînent, qui sont schématisées sur la ligne du temps et résumées. Et donc, plus spécifiquement, on va voir un petit peu les 3 étapes.
Donc, la toute première étape, ça consiste bien sûr à aller récolter les sources de matière organique, donc les déjections animales. Donc, en Belgique, on va dans les fermes de volailles et les chèvreries et on récolte des quantités relativement importantes de déjections animales. Ensuite, on dispose en fait ces déjections animales dans des grands seaux et on ajoute de l'eau pour avoir environ 100 litres de solution. Donc ici, sur les photos, on a la solution faite à partir de fientes de poule à gauche et à droite à partir de déjections de chèvre, qui correspond donc à un des essais qu'on a fait. Ensuite, on mélange le tout et on fait en sorte que la température des solutions soit aux alentours de 20 à 25 degrés. Et on laisse les solutions telles quelles pendant 1 à 2 semaines en mélangeant quand même une fois par jour, mais sans rien ajouter de spécial ou d'intrants spécifiques. Donc, ce qui va se passer durant ces 1 à 2 semaines, c'est que les minéraux déjà présents dans les déjections vont se solubiliser, se mettre en solution. Et pour les molécules organiques, une certaine digestion et minéralisation vont se produire. Et on va donc se retrouver avec de très hautes concentrations en nutriments, et notamment en ammonium, qui est donc de l'azote minéral. Donc, cette première étape de digestion, on va l'appeler la fermentation anaérobique, c'est-à-dire sans oxygène, parce que durant cette étape, on n'a pas oxygéné la solution avec des pompes à air ou autres, et il y a donc relativement peu d'oxygène en solution, et donc ce sont surtout des micro-organismes préférentiellement anaérobiques qui tolèrent ces conditions, qui vont se développer, et qui vont dégrader et minéraliser les matières organiques. Alors pour avoir un ordre de grandeur, typiquement pour une solution faite à partir de fientes de poule, par exemple à ce stade, on va atteindre une concentration en ammonium, donc de NNH4, de 500 à 1000 mg par litre. Et pour une solution de déjection de chèvre, avec la même masse sèche, on aura environ 100 à 200 mg par litre de NNH4. Donc les déjections de chèvre sont globalement beaucoup moins riches en azote que les fientes de poule. Donc après ces 1 à 2 semaines de fermentation anaérobique, on filtre les solutions pour se débarrasser au maximum des résidus organiques et des matières solides. Et on dilue les solutions filtrées avec de l'eau, puisqu'elles sont super concentrées. Ensuite, on ajoute les solutions diluées dans les systèmes hydroponiques, donc dans les réservoirs. Et là, on fait tourner les gouttières hydroponiques. Donc on lance la circulation, ce qui a pour effet en fait d'oxygéner de manière très intense les solutions organiques. Et ça, on le fait pendant 3 à 4 semaines. Donc, à ce moment-là, on n'a pas encore de plantes dans les systèmes. Ce sont vraiment juste les solutions organiques diluées qui circulent à vide et qui sont oxygénées donc, pendant plusieurs semaines. Donc, cette étape correspond à une étape de digestion aérobique avec des concentrations en oxygène élevées dans les solutions. Et on a donc des micro-organismes préférentiellement aérobiques qui vont se développer et minéraliser les molécules organiques restantes. Et notamment, cette étape va être super importante au niveau de l'azote parce qu'elle va permettre à certaines bactéries qu'on appelle les bactéries nitréfiantes, qui sont aérobiques, de transformer les grandes quantités d'ammonium relarguées pendant l'étape précédente, qui sont toxiques pour les plantes à ces concentrations-là. Et donc, il va transformer les grandes quantités d'ammonium en nitrate. Et le nitrate, c'est la forme d'azote préférentielle pour les plantes. Donc, après plusieurs semaines de circulation à vide des solutions organiques, on peut faire germer les plantes et les ajouter aux gouttières hydroponiques. Et à ce moment-là, les solutions nutritives sont donc bien minéralisées et l'azote est présent majoritairement sous forme de nitrate, ce qui est du coup plus optimal pour les plantes. Donc cet aspect, sans rentrer dans les détails, est illustré ici avec ce graphique. On voit notamment l'évolution du nitrate dans le temps au sein des différentes solutions nutritives. Donc, on va avoir des solutions nutritives ici qui sont représentées à base de fientes de poule en rouge, des solutions à base de déjection de chèvre en vert, des solutions avec les deux types de déjection mélangées en jaune, et puis en bleu, les solutions nutritives à base d'engrais chimiques. Et donc, ce qu'on observe, c'est vraiment une augmentation au fil du temps de la concentration en nitrate dans les solutions nutritives d'origine organique. Et ça, c'est vraiment grâce au phénomène de la nitrification. Et donc, une fois qu'on a atteint des concentrations intéressantes en nitrate, on ajoute les plantes au système. Alors, donc, en résumé, voilà la méthode qu'on a développée, qui se fait donc globalement en 3 étapes clés. Une première fermentation anaérobique des matières organiques, suivie d'une digestion aérobique des solutions fermentées filtrées, et puis enfin, les plantes qui peuvent être ajoutées au système hydroponique. Donc, la méthode, au final, elle est relativement simple et accessible.
Elle demande relativement peu de matériel et surtout, elle permet vraiment d'obtenir des solutions nutritives de qualité qui ne sont pas toxiques pour les plantes parce que justement, on a ces 2 étapes successives de digestion des matières organiques et de minéralisation. Alors, pour arriver à une méthode qui fonctionne, à une méthode donc optimisée, on a réalisé vraiment plusieurs essais, comme vous avez pu le voir, durant lesquels on a vraiment testé énormément de choses. Beaucoup de modalités, notamment on a comparé le fait d'utiliser des déjections de chèvre ou de poule ou de les mélanger. On a testé le fait de filtrer ou pas. On a testé le fait d'oxygéner les solutions ou pas. On a testé différentes conditions de pH, différentes durées de digestion, etc. Pendant ces essais, on a du coup suivi et mesuré différents paramètres avec différents appareils de mesure pour pouvoir appuyer ces observations et comprendre les phénomènes biochimiques qui se déroulent vraiment derrière tout ça. On a donc notamment un pH-mètre, un EC-mètre. On a réalisé beaucoup d'analyses spectrophotométriques pour mesurer les concentrations en minéraux dans les solutions dans le temps. On a aussi une sonde qui mesure d'autres paramètres comme la demande chimique en oxygène, les quantités solides en suspension, le nitrate, etc. Et donc tout ça pour arriver à une méthode qui fonctionne et qui donne donc des résultats intéressants. Donc au niveau des résultats qu'on a obtenus au cours des différents essais, ici ce sont donc des petits tableaux qui résument un petit peu ce qu'on a pu obtenir au cours des 3 différents essais qui ont été réalisés jusqu'à présent et dans lesquels on compare à chaque fois les rendements obtenus avec les solutions nutritives organiques aux rendements obtenus avec une solution hydroponique conventionnelle, donc minérale. Alors, au niveau des solutions à base de fientes de poule, on peut voir qu'on est passé de 27% environ des rendements par rapport au conventionnel lors du premier essai, à 41% lors du deuxième essai, à quasiment 70% par rapport au conventionnel lors du troisième essai. Donc, ça se voit aussi au niveau des photos, avec donc chaque gouttière qui a un certain type de solution nutritive. Et dans le dernier essai, les laitues étaient globalement assez semblables entre les différentes solutions avec la solution chimique conventionnelle. Donc, au niveau de l'autre côté des solutions à base de déjection de chèvre, on peut voir qu'on est passé de 24% environ des rendements au premier essai par rapport à la solution conventionnelle à environ 50% lors de l'essai 2 et de l'essai 3. Donc, on a quand même une belle amélioration et optimisation au cours du temps, notamment au niveau des solutions à base de fientes de poule, qui sont en fait beaucoup plus riches, beaucoup plus riches que les déjections de chèvre, et plus faciles à gérer aussi parce qu'il y a moins de résidus organiques. Donc en fait, pour la suite, on a vraiment décidé de se concentrer uniquement sur les fientes de poule, et c'est d'ailleurs ce qu'on a conseillé aux équipes techniques en Algérie. Alors si on s'intéresse un petit peu à la consommation en eau lors du troisième essai notamment, pour avoir une idée des données, on est environ à 34,1 litres d'eau par kilo de laitue produite pour la solution nutritive conventionnelle minérale, 49,6 litres d'eau par kilo de laitue pour la solution à base de fientes de poule et 70,7 litres par kilo pour la solution à base de déjection de chèvre. Sachant que là, on a pris en compte en fait toute l'eau qui a dû être utilisée dans les systèmes hydroponiques. Mais du coup, à la fin de la culture, il reste quand même un certain volume de solutions nutritives, la solution qui recirculait. Et cette solution, elle peut être en partie donc revalorisée en irriguant des terres, notamment, ou en étant en partie réutilisée pour la culture suivante en hydroponie. Donc ça, c'est vraiment les essais qu'on a fait jusqu'à présent, mais on a donc un essai qui est toujours en cours, où pendant cet essai, on essaie vraiment d'optimiser encore la méthode et aussi de minimiser les pertes en minéraux, parce qu'on a observé qu'il y avait quand même pas mal de pertes en azote notamment. Et donc, on essaye de comprendre les phénomènes biochimiques derrière ces pertes. On a aussi un 5e essai qui va arriver donc en avril, où là, le but, c'est vraiment de faire un upscale de la méthode, donc de tester la méthode à plus grande échelle. Donc ça se fera notamment dans une nouvelle serre qui vient d'être construite, donc une serre en toiture, dans le cadre de la plateforme Wasabi. Et on va aussi essayer de faire un essai au niveau pour tester en fait d'autres plantes, puisque les laitues, c'est intéressant d'un point de vue scientifique. Mais bien sûr, c'est plus intéressant de tester d'autres plantes, donc de diversifier un peu les plantes cultivées et voir dans quelle mesure est-ce que ça fonctionne bien.
Alors donc là, on a vraiment vu les essais en Belgique et donc le focus était vraiment là-dessus. Mais il y a aussi bien sûr des avancées en Algérie et notamment un essai expérimental de bioponie qui a été lancé récemment et qui vise donc vraiment à adapter la méthode au contexte local. Et donc ce premier essai de bioponie, il a débuté en décembre 2021. Ce qui est assez tard par rapport au projet, mais c'est parce qu'il y a eu pas mal de choses avant. Donc déjà, il y a eu des formations sur la bioponie qui avaient été données à distance. La conception aussi des systèmes et avec l'équipe technique locale des unités bioponiques et l'achat du matériel aussi qui peuvent prendre du temps. Et ensuite, bien sûr, il y avait les avancées en fait faites dans les autres techniques d'irrigation puisque le projet SWIM ne comprenait pas que la bioponie, il y avait aussi d'autres techniques d'irrigation, comme vous pouvez le voir en bas, à savoir donc des gros box et des water box, qui sont en fait des sortes de boîtes en fait développées par une entreprise qui s'appelle Groisis et qui vise à réduire la consommation en eau. Et une autre technique d'irrigation encore, enfin d'optimisation de l'utilisation de l'eau qui consiste en hydro-rétenteurs, donc qui sont de petits cristaux en copolymère acrylamide qui sont capables de se gonfler en eau jusqu'à 5 fois leur poids en eau. Et encore une fois, qui vise, donc qu'on met dans le sol et qui vise encore une fois à réduire la consommation en eau. Donc il y a eu toutes ces avancées-là en fait qui ont été faites depuis 2020. Mais l'essai en particulier au niveau de la bioponie, qui a donc débuté en décembre, il se fait donc dans un endroit d'essai expérimental au niveau des camps de réfugiés. Donc sous cette serre, ça c'est des photos qu'on avait prises lors d'une mission là-bas. Et donc ici, les systèmes hydroponiques ne sont pas les mêmes que ceux qu'on a à Gembloux. Donc nous, ce sont des gouttières, mais ici, pour le contexte local, ce sont des systèmes de type raft, ou deep water culture en anglais, qui sont plus adaptés en fait au contexte local, au niveau du matériel, et qui consistent donc en des récipients dans lesquels la solution nutritive est présente, et les plantes flottent en fait sur des rafts, et les racines sont donc en contact avec la solution nutritive. Alors, au niveau de l'essai bioponie, ils ont donc testé plusieurs modalités. D'abord, ils ont testé donc une solution chimique conventionnelle à base d'engrais chimiques qui ont été achetés donc en Algérie, qui ont été importés d'Alger. Ils ont testé donc la solution à base de fientes de poule selon la méthode développée en Belgique. Et ils ont aussi testé donc une solution qui s'appelle Biol, qui est testée en fait depuis déjà plusieurs années par notamment un agronome sur place, qui consiste, donc c'est un peu spécial, mais c'est donc une solution où ils utilisent donc notamment un rumen de chèvre, des déjections de chèvre, du lait, des dattes, des levures, des feuilles fraîches, des cendres, des coquilles d'œufs, des pelures de légumes, etc. C'est donc un mélange assez important de plein d'ingrédients différents, et notamment d'ingrédients quand même riches, enfin je veux dire des ingrédients comme le lait, des dattes, etc., qui sont donc aussi utilisés dans l'alimentation. Donc l'idée, c'était aussi de tester donc, autre chose, de tester une solution plus simple avec vraiment donc, les fientes de poule qui ne sont pour le moment très peu valorisées. Et donc, leur recette de Biol, ça consiste en une fermentation anaérobique de tous ces produits-là pendant 2 mois, et ensuite, ils utilisent donc la solution en hydroponie. Alors, au niveau de la solution à partir de fientes de poule spécifiquement, donc sur base de la méthode qu'on a développée à Gembloux, ça commence, donc c'est vraiment les mêmes étapes. Ils ont donc récolté les fientes de poule et préparé les solutions fermentées donc dans des grands bacs qu'ils ont laissés donc pendant 2 semaines environ. Ensuite, ils ont filtré donc ces solutions fermentées de solutions de fientes de poule qu'ils ont donc ajoutées à l'eau dans les systèmes hydroponiques, et ils ont donc dilué à hauteur de 1/10 environ, et puis ils ont placé à chaque fois donc des bulleurs, des pompes à oxygène dans chaque système hydroponique pour faire la phase aérobique en fait, la phase d'oxygénation. Et celle-là, elle a donc duré pendant 3 semaines à 4 semaines. Et ensuite, ils ont donc ajouté les plantules dans les systèmes hydroponiques, comme vous pouvez le voir sur la photo, enfin sur les photos. Et aujourd'hui, donc l'essai est toujours en cours, c'est toujours pas terminé, donc il n'y a pas les résultats.
Mais ici, ce sont des photos donc, qui datent du 20 mars 2022, avec notamment à gauche les laitues qui ont été cultivées à base, avec la solution nutritive à base du biole, donc la recette déjà utilisée depuis quelques années. La solution au milieu à base de fiente de poule et à droite la solution à base d'engrais chimiques. Donc on peut voir que c'est assez intéressant. Il faut savoir aussi que la qualité de l'eau est vraiment très mauvaise. Il y a une électroconductivité très élevée, donc les résultats qui sont obtenus ici sont quand même vraiment intéressants par rapport à la qualité de l'eau et à ce qu'on pouvait imaginer. Et donc, oui, ici, ce sont d'autres photos donc de la comparaison entre les systèmes au niveau du biole à gauche, au milieu, enfin ici, des solutions à base de fiente de poule et à droite, donc la solution à base d'engrais chimiques. Donc, pour conclure sur cette technique, sur la bioponie et un peu sur les perspectives de tout ça, donc c'est une méthode qui est vraiment très intéressante parce qu'elle est vraiment économe en eau et en intrants. Elle permet vraiment une production diversifiée de fruits et de légumes dans de nombreux environnements, notamment donc, les zones urbaines, puisque bien évidemment, c'est une technique d'agriculture hors sol qui permet d'optimiser l'espace, qui peut être faite en toiture notamment. Mais parallèlement à ça, il y a aussi donc, tout le contexte des environnements aux conditions vraiment environnementales extrêmes ou non adéquates à l'agriculture de pleine terre, donc des zones, notamment la zone du Sahel, donc avec une aridité extrême, des zones isolées ou alors des sols pollués, détruits, absents, des terres inondables également. Donc ici, j'ai notamment l'exemple d'un collègue, Félicien Monunga Katebe, qui fait son doctorat en fait entre l'université de Lubumbashi en République démocratique du Congo et avec Jean Blou Agrobiotech, et qui lui en fait depuis 2020 développe en parallèle en fait de nos essais, donc on travaille ensemble, qui développe donc la bioponie à Lubumbashi, donc en RDC. Et lui, c'est un contexte qui est encore très différent du contexte des camps de réfugiés. C'est un cas où les sols en fait, agricoles sont très pollués à cause de mines et les sols sont aussi régulièrement inondés. Donc ici, la bioponie, ça a vraiment pour but de pouvoir faire de l'agriculture hors sol, donc de s'émanciper du sol, mais tout en utilisant donc, des matières locales, donc des fientes de poule, puisque les engrais chimiques en fait, ne sont pas disponibles en fait, dans cette région. Donc la bioponie, c'est vraiment une technique qui peut vraiment s'adapter à différents contextes et qui a du potentiel, puisque on l'a vu à petite échelle de façon low-tech, ça peut être fait notamment voilà, pour les particuliers et comme on l'a vu, les zones plus isolées avec peu de moyens ou pas d'accès au matériel et aux intrants. Mais il y a aussi un potentiel pour développer ça à grande échelle, de façon vraiment high-tech, donc notamment avec un large biofiltre dans le système hydroponique recirculé, comme ce serait le cas pour l'aquaponie qui se développe énormément. Il y a aussi un gros potentiel au niveau de l'utilisation de digestats de biométhanisation, puisque nous, ici, on a utilisé une solution fermentée à base de fiente de poule, mais il y a quelques études qui se sont concentrés sur les digestats de biométhanisation, qui peuvent être vraiment très intéressants pour la bioponie. Et donc, ça peut vraiment répondre à différentes problématiques, aussi bien dans les pays du Nord que dans les pays du Sud, puisqu'en fait, les matières organiques et résidus organiques sont vraiment multiples. Et l'idée, c'est vraiment juste d'utiliser des matières qui sont vraiment accessibles localement. Donc, ça va des déjections animales au compost, à l'urine notamment, aux résidus de l'industrie agroalimentaire, aux digestats de biométhanisation, etc. Donc vraiment un gros potentiel et au final très peu pour le moment d'études là-dessus. Donc il y a vraiment beaucoup de voies en fait d'exploration. Voilà, j'ai fini ma présentation. N'hésitez pas donc à me contacter, mais aussi Pierre Rollet qui est donc coordinateur aussi du projet et Aïssa Jacquet bien sûr, le directeur du laboratoire. Et je vais arrêter le partage pour répondre notamment aux questions, si vous en avez. Merci beaucoup, Iris. Merci pour cette présentation. Je pense qu'elle était très claire et complète. Merci.
Et il y a notamment donc, quelques questions, donc je vous remercie pour les questions. Donc, Iris, je vais te poser les questions oralement hein, et tu vas essayer d'y répondre. Ouais. Alors, la première question de Marie Astray. Il y avait une première question qui demandait d'où venaient les matières organiques, mais tu y as répondu dans ta présentation. Mais la deuxième partie de la question, c'était: ces techniques sont-elles associées à la régénération des sols ou au reboisement des lieux? Alors, pas dans le cadre du projet SWIM, non. Mais du coup, comme je le disais, en fait, depuis 2015, il y a pas mal de projets différents qui visent vraiment à relancer l'agriculture. Et il y a notamment donc, des jardins communautaires où il y a effectivement un reboisement, notamment de l'arbre moringa. Il y a notamment un projet donc, de compost pour créer du compost et effectivement essayer de fertiliser en fait les sols. Après, c'est quand même relativement limité dans le sens où ça reste vraiment des conditions assez extrêmes et du sable. Donc en fait, oui, il y a ces projets-là en parallèle que je ne connais pas vraiment, honnêtement, puisque ça ne fait pas vraiment partie de notre projet à nous. Mais effectivement, pour le moment, les matières organiques seront réutilisées pour ça aussi. Mais en tout cas, pour le moment, les fientes de poule que nous, on utilise sont vraiment très, très peu valorisées, en fait. Donc, c'est aussi pour ça. Et il y a une grosse production de fientes de poule, puisque la ferme que vous avez pu voir sur la photo, c'est vraiment une très grosse ferme, plutôt industrielle, et avec vraiment une large production de fientes de poule qui, en fait, sont quasiment pas valorisées jusqu'à présent. Ok, merci. Alors, la question suivante de Tarek qui nous demande: étant donné la rareté des engrais chimiques et la disponibilité d'engrais organiques, pourquoi ne pas privilégier la culture hors sol en irrigation localisée? Je pense que c'est un peu tout le but aussi de ce que tu nous as présenté. Je ne sais pas si tu peux en Oui, dire je pense plus. que c'est peut-être en référence au fait que, notamment, en Algérie, ils ont comparé avec une solution, à base d'engrais chimiques. Mais ça, en fait, c'est à long terme, c'est pas du tout ça le but. En fait, c'est vraiment là, ça reste le stade, vraiment expérimental. Donc l'idée, en fait, c'était d'acheter ces engrais chimiques, donc ils ont importé d'Alger, mais pas dans le but de l'utiliser plus tard, mais juste comme comparatif, puisque normalement, enfin en tout cas nous c'est ce qu'on a ici, c'est que normalement les engrais chimiques sont censés représenter l'optimum. Et donc pour ne pas juste tester la bioponie et n'avoir aucun comparatif, ils ont donc acheté les engrais chimiques, mais ce sera vraiment juste dans le cadre des essais expérimentaux et donc pas du tout pour le déploiement de la technique au sein des ménages et des jardins communautaires en fait. Ok, ben, je vois justement Tarek qui réagit à ta réponse. Et en fait, quand il parlait de hors-sol, il parlait de hors-sol mais avec substrat, donc par exemple en bac, j'imagine. Ouais. Oui, alors ça, c'est en fait, pour le moment, moi, j'ai vraiment développé la méthode de bioponie, donc le concept, les digestions, et cetera. Mais en fait, les systèmes hydroponiques, en tant que tels, c'est vraiment variable. Donc là, dans le cadre du premier essai qu'ils ont fait en Algérie, ils ont utilisé des systèmes de type raft, mais il y a aussi en cours l'idée donc de faire des systèmes hydroponiques avec du substrat, donc du sable, qui serait préalablement rincé. Et donc, on testerait en fait ces systèmes-là à partir de substrats et les systèmes en raft. Et donc, les systèmes avec du substrat, ce serait donc effectivement juste l'irrigation, mais quand même avec une recirculation de la solution nutritive pour ne pas perdre la solution, quoi. Mais ça, c'est encore en cours. En fait, au niveau du matériel, c'était plus loin à développer. Donc, pour le moment, le premier essai, il se concentrait vraiment sur les systèmes de type raft, en fait. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense. Ouais. Et sinon, alors, la question suivante d'Éric Duchemin. Au final, pourquoi ne pas utiliser aussi de l'urine qui est aussi, on va dire, disponible sur place? J'imagine urine humaine, je suppose que c'est ça qu'Éric voulait dire, oui. Oui, bah, en fait, dans la diaponie, quand on voit, voilà, dans le revue de littérature, en fait, il y a des études qui portent sur la bioponie qui utilise de l'urine.
Et il y a des résultats très intéressants. Après, dans le contexte ici, ça n'a pas été fait, plus pour une question d'acceptation de la population. Voilà, en fait, ça a été décidé avec les équipes locales, etc. Et c'est vraiment c'est purement une question d'acceptation, mais ça pourrait bien sûr se faire. Et c'est quelque chose qui d'ailleurs est testé par d'autres projets ailleurs. Notamment, j'avais assisté à une conférence là-dessus. Mais en tout cas, dans le cadre de ce projet-là, ça n'a pas été relevé, quoi. Merci. Alors, question suivante de Patricia Argène. Pourriez-vous expliquer ce qui a influencé la différence en consommation en eau par kilo de laitue produite? Oui, du coup, là, c'est uniquement, globalement, en fait, toutes les gouttières hydroponiques, globalement, utilisaient la même quantité d'eau. En fait, c'est juste que quand je l'ai fait, en fait, je l'ai fait par rapport au rendement. Et du coup, c'était les rendements, en fait, qui variaient entre les modalités. Donc, la solution conventionnelle chimique produisait plus. Du coup, par rapport à une même quantité d'eau, on a donc un meilleur résultat. Mais en réalité, les gouttières utilisaient la même quantité d'eau. En fait, c'était juste vraiment par rapport au rendement. Ok. Alors, Coralie Frémy nous demande si tu utilisais des biofiltres pour la digestion aérobique de tes boues. Et si oui, lesquels? Alors, c'est une super remarque parce qu'en fait, je ne l'ai pas développé dans la présentation parce que j'avais peur que ce soit trop long. Mais en fait, oui, pendant la phase aérobique, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute des petits biomédias. Donc, nous, à Jean Blou, en fait, on utilise des biomédias qu'on avait déjà. Donc, c'est des petits biomédias en plastique qui, du coup, augmentent vraiment la surface de contact. Et donc, en fait, ces biomédias, on les met, en fait, dans chaque seau. Et donc, vu que la solution est oxygénée, ces biomédias sont oxygénés aussi. Et donc, voilà, l'idée de ces biomédias, c'est vraiment de favoriser le développement des micro-organismes, et notamment des bactéries nitrifiantes, un peu similaires à l'aquaponie. Et ensuite, par après, l'idée, c'est plus tard, en fait, quand on relance un autre cycle de culture, de ne pas forcément refaire toutes ces digestions aérobiques aussi longues, puisque là, l'idée, ce serait de réutiliser les mêmes biomédias au fil du temps, et donc de ne pas devoir recréer à chaque fois tout un microbiote, en fait. Mais en tout cas, les biomédias qu'on utilise, ils sont vraiment utilisés tels quels. On n'utilise pas d'inoculum, on ne met pas d'inoculum de bactéries ou quoi que ce soit. C'est vraiment les bactéries qui se développent naturellement après 3-4 semaines, et dont le développement est vraiment favorisé avec les biomédias. Et en Algérie, ils n'ont pas su donc acheter ces biomédias-là. Donc, ils ont fait avec le matériel local. Et donc, pour le moment, ils ont utilisé donc des pierres. Et il y a aussi l'utilisation, par exemple, de bouchons de bouteilles qui peuvent être recyclés et remplacer en fait les biomédias si on veut faire ça avec du matériel recyclé, en fait. Ok, super. Ouais. Je pense que ça répond bien. Alors, question peut-être qu'on s'est déjà aussi posée au sein du labo. Est-ce que tu vois des risques pour la santé humaine du fait donc de faire pousser tes plantes dans des déjections animales? Ouais, ça aussi, c'est une super question parce qu'en fait, nous, c'est quelque chose qu'on va explorer encore. En fait, là, je vous ai vraiment présenté ce qu'on a fait, mais en fait, il y a tellement de choses à explorer encore, et notamment tout le côté risque sur la santé humaine. Donc, on va faire notamment à CTCC des analyses en fait sur les laitues. Mais en tout cas, pour le moment, il y a eu un autre essai en parallèle qui a été fait dans une autre école, avec la même méthode, avec des fientes de poules, etc., selon vraiment les mêmes principes. Et eux, ils avaient vraiment fait des analyses microbiologiques des solutions et des analyses des laitues. Et il n'y avait pas de problème. En tout cas, ils avaient donc analysé Escherichia coli et plusieurs autres micro-organismes. Là, je ne me souviens pas tout de suite des organismes qu'ils ont étudiés. Mais en tout cas, ça ne
c'était mineur et en fait, en comparaison à l'hydroponie conventionnelle, c'était similaire. Et au niveau des solutions en fait nutritives, quand on est dans la phase aérobique, en fait, il y a vraiment une espèce de chute en termes de micro-organismes notamment. Et je pense que c'est vraiment une phase aussi qui élimine en fait potentiellement des pathogènes. Mais c'est sûr qu'il y a il y a des règles sanitaires à respecter. Là, les personnes qui gèrent en fait les solutions fermentées à la base, donc ces solutions qui proviennent vraiment directement des fientes de poule, là, bah, c'est vraiment géré juste par quelques personnes, des équipes techniques locales, donc des agronomes sur place. Et voilà, il y a des gants, des choses, enfin, se laver les mains, etc. C'est pas l'idée, c'est pas en fait que toutes les personnes aient accès à ça. C'est vraiment l'idée de faire un batch en fait de grosses quantités de solutions fermentées. Et puis ensuite, la digestion aérobique, là, on limite a priori beaucoup plus les risques sanitaires en fait. Mais en tout cas, pour le moment, c'est une voie qu'on va encore étudier. Mais pour le moment, en voyant les résultats d'un autre essai qui a été fait, pour le moment, il n'y a pas de problème. Ok, alors la question suivante, assez complète d'Alexandre, donc je vais un peu résumer pour que ce soit plus facile. Mais donc, la question était de savoir si tu avais analysé les éléments nutritifs présents dans cette solution nutritive, donc et notamment en termes de concentration, et si tu pouvais peut-être nous en dire plus pour comparer entre l'hydroponie et tes solutions bioponiques. Donc, expliquer en termes de concentration, peut-être en éléments clés, les grandes différences que tu aurais observées, qui expliquerait aussi les différences de rendement ou par exemple de jaunissement que tu as observé sur tes laitues. Oui, alors donc c'est vrai que j'ai pas mis des tableaux des concentrations, mais en fait, donc au niveau des solutions quand elles sont utilisées directement avec les plantes, par rapport à une solution chimique conventionnelle, on est relativement dans l'optimum, c'est-à-dire avec les fientes de poule surtout, parce qu'encore une fois, en fait, les fientes de poule sont beaucoup plus riches que les déjections de chèvre. Et donc, à tous les niveaux, donc on a regardé donc l'azote sous forme de nitrate, ammonium, le phosphore, le potassium, le calcium, magnésium, fer, enfin tous les micronutriments. Et on est à des concentrations assez optimales, en tout cas acceptables en hydroponie par rapport au conventionnel. Là où le point faible, c'est l'azote, puisque en fait, là, enfin, il fait référence donc aux feuilles jaunes. C'est parce que donc déjà, les premiers essais, c'était vraiment le début. Et donc, notamment, la phase de digestion aérobie, en fait, elle était courte. Au début, on faisait ça qu'une semaine. Et en fait, en une semaine, tout l'ammonium n'était pas transformé en nitrate. On avait encore des concentrations très élevées en ammonium. Et du coup, ça a brûlé énormément de laitue et ça a notamment donné cette coloration jaune. Et puis, donc ouais, je sais pas par rapport, il y a pas mal d'aspects, mais la coloration jaune, en tout cas par rapport, parce qu'on a aussi fait des analyses de la composition nutritionnelle des laitues et on a comparé donc ça aux laitues en conventionnel et le seul endroit où elles étaient en concentration, où la concentration était vraiment inférieure au conventionnel, c'était en azote. Mais pour les solutions à base de fientes de poule. Donc tout ce qui était micronutriments et phosphore, potassium, etc., c'était optimal. Mais en azote, on avait des concentrations plus faibles. Donc c'est pour ça que là, dans l'essai en ce moment et dans l'essai futur, on essaie en fait, on va essayer d'augmenter en fait la concentration en solution fermentée pour augmenter les quantités d'azote. Mais c'est pas si simple que ça parce que quand on concentre davantage, on peut aussi potentiellement faire face à peut-être plus de composés un peu organiques qui peuvent être toxiques pour les plantes. Donc il y a un peu une balance à trouver entre le fait de pas assez concentrer et donc là on a des carences et le fait de trop concentrer et là on a des toxicités. Donc je relis la question parce que du coup, je la vois là. Mais donc voilà, pour le moment, notre problème, c'est surtout l'azote. On a aussi eu pas mal de pertes en azote. Donc là, on essaie vraiment de faire un focus là-dessus et de comprendre les pertes et d'optimiser en fait l'utilisation de l'azote. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est encore en train d'améliorer.
Ok, ça répond très bien à la première partie de sa question. La deuxième, donc, que je t'avais pas encore posée, hein, c'est normal, c'était à savoir si au fur et à mesure, enfin, donc, durant la culture de tes laitues ou peut-être éventuellement d'autres plantes, si tu voyais une possibilité de faire un apport en solution nutritive, un peu comme c'est fait en hydroponie, où quand on voit que les nutriments sont utilisés, donc il y a par exemple une diminution de l'électroconductivité, ben, on pourrait venir amener de la solution bioponique pour venir combler cette utilisation. Ouais, bah ça c'est ce que nous on fait aussi, c'est ce qu'on a notamment fait. En fait, on mesure nous dans le temps le nitrate, etc. Et quand on voit qu'on atteint des concentrations vraiment faibles, on ajoute des toutes petites quantités de solutions fermentées. Là, l'idée c'est vraiment de faire petit à petit réparti sur plusieurs jours, parce que si vous en ajoutez une grande quantité en une fois, bah, du coup vous ajoutez énormément d'ammonium, et donc là ça risque de faire un certain choc au niveau des plantes. Mais quand on ajoute en petite quantité, il y a les plantes qui absorbent, donc ça dépend à quel moment on l'ajoute, mais les plantes vont absorber cet ammonium. Alors, il faut savoir que il n'y a pas de consensus au niveau des proportions à avoir vraiment entre ammonium et nitrate, mais l'idéal, en tout cas en hydroponie, qui est visé habituellement, c'est d'avoir quasiment exclusivement du nitrate. En réalité, les plantes peuvent absorber aussi l'azote sous forme d'ammonium. C'est juste qu'il ne faut pas que l'ammonium représente la source centrale d'azote, quoi. Il faut que ce soit une certaine quantité. Généralement, on dit qu'il ne faut pas dépasser 50% d'azote sous forme d'ammonium. Mais ça dépend des plantes, et il y a des plantes qui sont très sensibles à l'ammonium, comme les tomates, etc. Donc ça, c'est vraiment à voir. Mais nous, du coup, ce qui se passe, c'est que quand on ajoute cette solution, il faut juste éviter d'avoir ces trop hauts pics d'ammonium. Mais effectivement, ça peut être ajouté au fur et à mesure de la culture. Les bactéries nitrifiantes aussi continuent normalement à se maintenir dans le système, et donc on a normalement une nitrification qui continue même pendant la culture des plantes. Et il y a pas mal, il y a des études scientifiques qui, elles, se concentrent sur de la bioponie, où ils ajoutent vraiment, via un mécanisme automatisé, tous les jours, une toute petite quantité de solutions fermentées. Eux, ils utilisent du digestat de biométhanisation, mais bref, c'est le même principe. Et ça donne vraiment des très bons résultats, parce que ça permet vraiment de répondre aux besoins de la plante au fur et à mesure. Mais en tout cas, nous, dans notre cas, ce qu'on fait surtout, c'est avoir une solution initiale, pas trop élevée, pas trop concentrée, bien sûr, sinon ça grille les plantes. Mais par après, si on voit qu'on commence à avoir un manque de nutriments, on rajoute de la solution en petite quantité. Donc voilà. Ok, merci. Alors, David Leroux, donc, il te félicite. Voilà, c'est pas une question tout à fait du coup, mais il te félicite. Et sinon, voilà, il demande un peu une mise en contact, mais j'ai son adresse mail dans les inscriptions, donc je communiquerai son adresse mail pour que vous puissiez échanger. Alors, maintenant, c'est un peu des commentaires. Je vois Eric qui vient de quitter. Merci Eric. Alors, je pense dernière question que je vois. Il y a Vu qu'il y David a des Leroux qui chèvres, a du mis plein fromage. de questions aussi, hein. Non? Parce qu'en Comment? fait, j'ai l'impression que je vois les commentaires à côté, et David Leroux qui pose aussi des questions par rapport au pH, c'est ça? Mais je pense que tu pourras peut-être Ah oui, ok. discuter avec lui sur ces sujets-là Ouais. par mail éventuellement pour pas rentrer trop vite dans les détails. Ouais. Mais voilà, donc oui, la question que je voyais après David, c'était vu qu'il y a des chèvres et du fromage, y a-t-il une barrière d'introduire des mésolactobactères, etc. Vous avez des chèvres, fromage, est-il une barrière d'introduire? J'ai pas compris. C'est-à-dire? Peut-être Alexandre peut remettre en commentaire, Ouais. préciser un peu sa question. Donc donc dans les solutions hydroponiques, ou rien à voir? Ou juste ouais, on peut peut-être que si je redétaille, on pourra répondre après. Ouais. Voilà, c'est ça. Juste un petit commentaire. Donc Julien qui est en commentaire
qui parle donc de l'essai exploratoire. Effectivement, c'était ça dont je parlais, l'essai en parallèle qui est fait donc à Condorcet. Et donc, on a beaucoup échangé là-dessus, etc. Et donc, effectivement, eux avaient fait en fait un essai sur base de cette méthode-là. Et eux avaient vraiment... donc là, effectivement, il le met en commentaire, mais donc une diminution nette au cours du temps. C'est juste que je n'avais pas précisé quelle est l'école qui avait fait cet essai, mais effectivement, c'est plus détaillé dans son commentaire, quoi. Ouais. Alors, il y a une nouvelle question qui vient d'arriver de Jacob Martin. Avez-vous envisagé une relation entre la richesse de l'alimentation des poules et des chèvres et la richesse des fientes et d'éjection en vue de la qualité des solutions? Donc, en gros, si tu as une variabilité dans tes déjections, est-ce que tu auras une variabilité dans tes solutions bioponiques? Ouais, bah ça, c'est une bonne question parce que du coup, forcément, c'est totalement lié. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'on a décidé de faire le focus sur les fientes de poules parce que initialement, en fait, quand le projet a été lancé, etc., au niveau des équipes techniques locales, ça les intéressait vraiment d'avoir aussi un travail sur les déjections des chèvres parce que ça, les familles ont vraiment... souvent, les familles ont un petit élevage de chèvres, etc. Donc, c'était assez disponible vraiment localement. Mais en fait, effectivement, au niveau des chèvres, déjà, les chèvres en tant que telles, enfin, les déjections de chèvres en tant que telles sont beaucoup moins riches, en fait, beaucoup moins concentrées que les fientes de poules. Et ça, c'est ce qu'on observait en Belgique, avec des chèvres, de chèvreries vraiment nourries, en pâture, etc. Alors qu'en Algérie, les chèvres sont surtout... elles n'ont pas du tout une alimentation aussi riche. Il y a beaucoup de chèvres qui sont nourris avec des résidus ménagers, etc. Et donc, effectivement, la richesse des déjections de chèvres est vraiment moindre que ce que nous, on avait ici. Et ça dépend très fortement de l'alimentation de l'animal. Alors, il faut savoir qu'en parallèle, le programme alimentaire a notamment développé ce qu'on appelle donc de l'hydroponie de fourrage vert. Donc, ça, c'était en parallèle, quelque chose qui devait se faire en fait avant et en parallèle, où l'idée, c'est vraiment d'améliorer l'alimentation des chèvres, donc en apportant du fourrage vert. Donc là, si on est dans ce contexte-là, là, les déjections de chèvres peuvent avoir une composition intéressante, mais au final, ça ne s'est pas développé partout et ce n'est pas le cas de toutes les familles. Et en fait, en parallèle, les fientes de poules sont tellement riches que clairement, c'est beaucoup plus intéressant. Et au niveau de la qualité des fientes de poules en Algérie, ben, en fait, c'est un élevage industriel comme en Belgique. Et donc, en fait, au niveau de l'alimentation, elles sont alimentées globalement de la même façon. Et donc, on a analysé, quand j'ai été sur place, j'ai pris des échantillons de fientes de poules, etc. Et en fait, c'est très, très similaire à ce qu'on a en Belgique. Donc, parce que justement, cette alimentation, elle est assez généralisée, en fait. Donc, voilà, je pense que j'ai un peu répondu, mais donc, c'est complètement... ça dépend effectivement énormément de l'alimentation des animaux. Mais dans le cas des poules, quand on voit que c'est un élevage industriel, ben, en fait, c'est très similaire à ce qu'on a ici. C'est vrai que si les poules étaient à l'échelle vraiment familiale et qu'elles étaient nourries avec d'autres choses, là, on pourrait se poser la question. Mais ce n'est pas vraiment le cas, puisque là, la source des fientes de poules, c'est vraiment cette ferme de volailles-là qu'ils ont directement dans les camps de réfugiés, en fait. Ok, alors il y avait une question que j'ai apparemment sautée. Donc c'était Émilie qui se demandait si une fois que la solution a été oxygénée, si c'était possible d'utiliser donc ta solution bioponique dans des systèmes hydroponiques dits passifs, donc comme la méthode de Cracky, donc où, au final où il n'y a pas de recirculation active de l'eau dans le système, et donc peut-être plus de zones anaérobie ou une plus faible oxygénation par exemple. Bah, c'est une super bonne question parce que forcément, moi, je trouverais ça super intéressant dans le sens où cette méthode de Kratky, ça permettrait d'avoir un système ultra low-tech puisque du coup, on n'aurait même pas besoin d'électricité. On aurait vraiment juste donc, la solution nutritive et les plantes qui sont... Donc, la méthode de Kratky, c'est quoi? C'est juste qu'en fait, les plantes sont légèrement surélevées. Donc, en fait, les racines sont en contact avec l'air
et la solution nutritive, ce qui permet d'avoir une méthode d'oxygénation naturelle, enfin, qui ne requiert pas de pompe à oxygène. Pour le moment, en fait, on n'a pas testé ça. C'est vrai que ça serait intéressant. J'ai des doutes, clairement, puisque là, on aura quand même, au niveau de la digestion aérobique, si on veut avoir cette nitrification, etc., il faut quand même avoir à un moment donné une bonne oxygénation des solutions. Et ça me paraît difficile sans pompe du tout à oxygène. Donc, honnêtement, ça reste à explorer. Je pense que ça fera partie d'un futur essai où j'ai l'intention de tester. Donc là, on a testé des gouttières qui ont vraiment une bonne oxygénation, mais j'aimerais bien tester les systèmes Raft sans oxygénation et avec oxygénation. Donc ça, c'est vraiment à explorer, mais a priori, j'aurais quand même des doutes du bon fonctionnement parce que le problème, c'est que du coup, on risque vraiment d'avoir un développement de bactéries anaérobiques et du coup, des puits en minéraux, des pertes, etc. Donc, je ne pense pas, mais ça reste à tester parce que ce serait super intéressant. Ok, merci. Alors, je pense qu'il n'y a plus de questions. Alors, j'ai envie de plus ou moins clôturer avec ma question maintenant. Parce qu'on a parlé donc, de la bioponie essentiellement en low-tech. Mais est-ce que tu vois de l'avenir pour la bioponie, mais plutôt en high-tech, pour remplacer notre hydroponie qu'on ferait par exemple ici en Europe? Ouais. Bah, du coup, oui, j'en parlais un petit peu dans la discussion, enfin dans les perspectives, dans la conclusion. Mais en fait, c'est ça qui est incroyable pour moi dans cette technique, c'est que pour moi, il y a vraiment du potentiel avec tout. Et nous, dans nos pays, bah, typiquement, on a notamment cette idée des digestats de biométhanisation qui, pour moi, représentent vraiment un gros potentiel parce que ces digestats sont pour le moment déjà utilisés sur l'agriculture sur sol. Mais en fait, ces digestats sont vraiment très riches en azote notamment. Ils sont déjà sous une forme liquide. Donc, en fait, ces digestats de biométhanisation, pour moi, qui sont déjà aujourd'hui produits en grande quantité dans les centrales de biométhanisation, ça serait vraiment un espèce de fertilisant liquide organique déjà tout fait, où ce qu'il faudrait juste simplement, c'est juste après, donc on utilise ces digestats-là et après, on fait cette fameuse étape de digestion aérobique. Et donc, au final, le développement dans nos pays, ça pourrait ressembler fort à ce qui se passe pour l'aquaponie, c'est-à-dire des systèmes qui peuvent être vraiment à grande échelle avec des biofiltres. Et là, bah, plutôt que les déjections de poissons, bah, ce serait un ajout automatisé en fait, de digestats de biométhanisation et cette recirculation permanente avec la nitrification qui se ferait via le biofiltre. En fait. Donc ça, c'est pour moi un gros potentiel pour nous. Mais au-delà de ça, même les fientes de poule, ça pourrait être revalorisé. En fait, toutes les matières que nous, on a ici pourraient être utilisées. Quoi. Ok, super. Merci Iris pour ces perspectives. Je propose de clôturer la conférence, la réunion maintenant. Donc j'en profite pour remercier tous les participants, me remercier évidemment Iris pour sa présentation, et puis nos partenaires donc, du OLAB. Et donc aussi également un petit coup de pub pour le prochain webinaire qui aura lieu dans un mois, donc, qui portera sur le projet Groove, donc qui est Greenhouse to Reduce CO2 on Roof. Donc n'hésitez pas à aller visiter notre site pour avoir des informations complémentaires et éventuellement vous inscrire. Voilà. Et donc je vois Stéphanie qui s'est connectée. Oui, ben merci tout le monde. Je voulais juste remercier tout le monde au nom d'OLAB, comme Eric a dû quitter malheureusement un petit peu plus tôt. Merci. Ok. Merci beaucoup. Et donc, je mettrai à disposition l'enregistrement de cette réunion sur notre chaîne YouTube et je vous l'enverrai également par mail via l'adresse du CERO, donc notre labo. Ouais. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à vous aussi pour vos commentaires. Au revoir. Au revoir. Bon après-midi ou soirée en fonction de En fonction de la localisation. Merci beaucoup.